Bonjour, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui sur la question de notre héritage de la tribu, de ce que nous avons hérité des tribus amérindiennes, aussi au Brésil, non seulement en Amérique du Nord, mais en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Il serait plus juste de parler de l'héritage des tribus. Et je pense qu'il y a des héritages à préserver absolument et dont il faut parler. Et puis il y a des héritages maudits dont peut-être nous devons interroger la pertinence et le sens. Parce que je me suis inspirée de mes travaux pour la Biennale de l'éducation en 2000 à Paris, où j'ai travaillé avec les Navajos et les medicine men, notamment les chamans Navajos. Mais j'ai aussi lu Totem et Tabou, et puis une série d'autres recherches comme Masse et pouvoir d'Elias Canetti qui parle de la question du pouvoir dans la tribu. Donc j'ai des références qui sont à la fois d'un vécu, aussi d'un travail fait à São Paulo avec les tribus Guarani à Parelheiros, et donc une expérience très personnelle et des lectures et des observations, et c'est à partir de cette expérience affectée que je pense qu'il est important de témoigner de ce que nous avons hérité des tribus qui doit être transmis. J'ai fait une petite liste: l'entraide, le vivre ensemble, l'innocence de l'amour, l'art, le chant, la danse, le dessin, l'artisanat, les outils, la lutte pour la survie ensemble, la résistance, l'agilité du feu, le créer, le préserver, euh, les lois de la vie, la connaissance des lois de la vie, la connaissance des lois de la nature, la cuisine, la contemplation, l'intuition, euh, la guérison, et puis des points plus controversés dont peut-être il faudrait se départir: la cruauté des rites initiatiques, les totems et les tabous, les interdits, les figures de pouvoir qui empêchent l'exercice libre de la conscience, la problématique soulevée par la pensée magique, la violence. Donc, je vais commencer par l'entraide. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais en même temps, j'ai quelques point important à développer. On remarque bien souvent la valeur de l'entraide lorsqu'elle est absente. J'ai vécu toutes sortes d'expériences avec l'entraide, mais comme tout le monde, souvent on fait l'expérience en société de l'entraide lorsque on peut échanger d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un vous aide et vous pouvez répondre en retour à cette entraide. Ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'on est un enfant démuni, lorsqu'on est une personne âgée démunie, et que l'on ne peut pas répondre à cette entraide. Et les plus fragiles sont souvent les plus ostracisés dans les sociétés contemporaines, et les plus utilisés, les plus manipulés, ceux dont on profite davantage. Donc, oui, il y a de l'entraide, mais souvent, cette entraide, elle demande un retour. Que faire lorsque on ne peut pas aider celui qui nous aide et on ne peut pas répondre à celui qui nous aide parce qu'on est trop faible, trop malade, trop vulnérable pour cela. Donc, Margaret Mead a dit que la civilisation commençait lorsqu'elle a trouvé un os brisé qui s'était ressoudé, donc que quelqu'un avait aidé suffisamment longtemps cette personne pour que elle ait le temps de guérir. Et donc,
est-ce que l'entraide doit toujours être monnayée? Et, euh, et si on n'a pas cette entraide pour les plus faibles, parce qu'un jour on a été enfant, un jour on sera mourant. Euh, que faire dans ce genre de situation si il faut toujours payer pour une école, payer pour un professeur, payer pour un hôpital. Donc ça pose la question de la santé, de l'éducation et de l'accès gratuit à la santé, à l'éducation, de bonne qualité, et qui reste une utopie dans le monde. La question du vivre ensemble, du vivre en communauté. Moi, j'adore vivre en communauté. J'ai vécu à l'abbaye des Prémontrés quand j'étais adolescente, dans un centre culturel. J'étais interne à Longwy. J'ai vécu donc des expériences d'internat. J'ai été surveillante, pionne d'internat, de lycée. Donc, je me suis trouvée très souvent à manger dans les cantines, à parcourir de longs couloirs pleins, à vivre au milieu des autres. Et ce que je retiens, c'est que la communauté est heureuse lorsqu'on a un espace sacré préservé, une intimité. Je vais revenir là-dessus. L'innocence de l'amour, a priori, j'ai tendance à faire confiance. Et je pense que tout le monde, a priori, a tendance à faire confiance jusqu'à ce que cette confiance soit déçue. Et je m'efforce de préserver cette enfance en moi, cette naïveté, de la confiance, parce que sans la confiance, la vie en société devient insupportable. Donc il faut parfois être le premier, oser le pas de la confiance. La question de l'art, de l'artisanat, des outils, je veux dire, ça nous met en contact avec l'intelligence d'une part. Les outils nous mettent en contact avec l'intelligence, les outils de chasse, de pêche, mais aussi avec la beauté. Et manier un stylo, une spatule pour peindre, pour écrire, pour témoigner, cela nous met en contact avec le goût, le sens, la beauté de la vie, la beauté du geste. Et cela, s'il faut absolument le transmettre. Euh, cette, euh, Cet art amérindien, cet art Tupi-Guarani, cet art aztèque, maya, enfin, je veux dire, et plus loin que les vestiges qu'ils nous ont légués, le pouvoir de faire, de chanter, de danser, d'être en contact avec le souffle de vie, l'inspiration, et en contact avec la beauté. Et puis, la question de la résistance, la lutte pour la survie qui se concrétise dans l'effort de transmission. Transmettre la langue Tupi-Guarani, transmettre les valeurs amérindiennes ou nord-américains, transmettre les savoir-faire, et notamment transmettre la connaissance des lois du vivant et de la nature. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a une régularité des jours, de la nuit, des saisons, une régularité du soir, du matin, qui est là et qui nous permet de nous situer, de nous ordonner, de nous construire dans le temps qui passe inéluctable, irréfutable. Cette nature consciente de sa nature, cette vie qui comprend la profondeur et la fugacité de sa vie, cette nature humaine qui abrite, savoure, protège la nature. Donc il y a une relation extrêmement intéressante de compréhension des lois du vivant. Puis le feu, ce vol prométhéen du feu, ce geste qui a sauvé tant de tribus, ce qui leur a permis de cuire les aliments, de se réchauffer. Donc la cuisine, le fait de célébrer, de préparer, de déguster, de partager, de savourer un repas ensemble. La contemplation et l'intuition. Je voudrais aller du côté des peuples hindous et du yoga, des Dravides, du peuple dravide qui a plus de 5000 ans dans la vallée de l'Indo-Pakistan. Et cette possibilité d'être en contact avec la respiration, la méditation, les exercices,
euh, s'équilibrer dans la contemplation, connaître les sommets, les chemins de crête, les sentiers tribaux. C'est-à-dire que ça défie la femme que je suis à se tenir debout et en marche, une femme autre. La question de la guérison, c'est ce qui m'a le plus inspiré au niveau des transmissions des contenus de savoir, notamment par l'étude des Navarro et des Medicine Men, parce qu'ils vont tracer un cercle autour du malade et peindre une peinture et le placer au centre de cette peinture. Et ce fait de tracer un cercle autour de nous, un cercle qui délimite un espace et un temps sacré, qui va permettre la guérison, est essentiel. Ça veut dire que il faut prendre le temps et avoir un espace protégé pour guérir. Et bien souvent, on remarque que les personnes les plus vulnérables n'ont pas cet espace et ce temps nécessaires à la guérison. Et en fait, ils ne changent pas, mais ce qui change, c'est cette limite de sécurité placée autour d'eux pour qu'ils aient le temps, pour qu'ils aient la capacité de comprendre ce qui les a rendus malades et de changer éventuellement leur savoir et savoir-faire vis-à-vis d'eux-mêmes pour ne pas retomber malade. Donc, et cet espace-temps guérisseur qui est peint sur le sable et après chassé d'une main, parce que quand la personne sort du cercle, la vie n'a pas changé, le monde n'a pas changé, mais elle a changé son rapport à elle-même. Et cela, c'est vraiment très intéressant. Puis, finalement, aussi, ça permet de se préserver. Hein. Donc, les problématiques pour moi restent la question autoritaire dans la tribu, dans certaines tribus. Les rites initiatiques sont terribles, sont d'une grande violence. Et je vous invite à ce sujet lire Totem et tabou de Freud et lire Masse et pouvoir d'Elias Canetti qui décrit tous les rituels qui peuvent être très douloureux, initiatiques dans certaines tribus. Et puis la question de la pensée magique aussi, est-ce que incantatoire, est-ce que le simple fait d'évoquer les esprits, ça peut nous sauver. Et on remarque, étant donné les terribles génocides qu'ont vécu les peuples amérindiens, indiens en Amérique centrale, en Amérique latine, que cela ne les a pas épargnés. Donc peut-être développer une pensée plus logique plutôt que la pensée magique. Je ne veux pas juger, enfermer, interpréter la pensée magique. Je veux simplement dire que parfois, il faut constater son insuffisance et la nécessité de développer un raisonnement logique pour transmettre les belles valeurs des cultures amérindiennes et indiennes. Donc, ce qui reste de ce vidéo, ce qui pour moi est essentiel, c'est le fait de tracer un cercle, de se placer à l'intérieur ce qui vaut, ce qui est digne, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vivant, ce qui est innocent, aimant, rester en contact avec le souffle de vie et placer en deçà du cercle les totems, les autorités infondées qui ont la prétention de se substituer à notre conscience, ne pas tomber dans les pièges de la pensée magique. Les choses ne changent pas par enchantement, elles changent par la force de notre travail, de notre lutte, de notre résistance. Et habiter le cercle et laisser le cercle habiter en nous. Voilà, merci beaucoup de votre attention et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain vidéo.